Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, des membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Des histoires étranges de l'ère numérique. Notre première saison tire à sa fin. Il est maintenant l'heure de faire un bilan. Plusieurs histoires que nous avons couvertes ont connu des développements considérables. Vous avez aussi été nombreux à nous faire des suggestions de sujets. Ce soir, on prend le temps de répondre à vos questions et faire quelques mises à jour sur nos épisodes passés. Bonsoir, chers enfants de l'Internet. Et bonsoir, Sébastien Lévesque. Comment ça va? Bonsoir, Émile. Ça va très, très bien. Et toi? Ça va très bien. C'est notre épisode de bilan ce soir. Oui. On va faire le tour des sujets. On va revenir sur nos épisodes de cette saison 1 qui a été, comment puis-je dire, passionnante. Oui. On a eu beaucoup de fun. On a eu beaucoup de plaisir à faire de la recherche, à découvrir des histoires lugubres, des histoires un peu inédites, puis à se plonger dans des sujets complexes. Et touchants même. Oui, absolument. Puis on a eu beaucoup de fun aussi à lire vos commentaires, vos suggestions. On vous remercie encore 1000 fois pour votre support constant. Vous avez été nombreux à nous poser des questions aussi via Facebook. Et puis ce soir, on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions-là, puis à faire un update. Mais on a encore, étant donné que c'est un épisode de Distorsion, on a une bière de la semaine encore ce soir. Ce soir, on a une bonne blanche aux cerises noires qui est quand même un peu moins d'amertume qu'on en a l'habitude. Une petite 10 IBU qui s'appelle Enchilant, en fait, qui est fait par une petite microbrasserie qui s'appelle Une Petite Dernière. Et leur slogan, c'est « Parce qu'on aime bien prendre une petite dernière, j'adore ». Et elle est brassée par la microbrasserie Goudal, en fait. Donc voilà, c'est une belle blanche rafraîchissante. Sincèrement, je la trouve très très bonne pour faire un épisode de Distorsion. Elle est parfaite pour un petit apéro. Une belle couleur rosée aux cerises. On a aussi un shout-out cette semaine venant de Yves qui nous dit « Wow, oh que wow », accompagnant sa review 5 étoiles sur iTunes, bien sûr. Un podcast de qualité avec des sujets très bien expliqués, une production sonore sans faille, un podcast à découvrir pour les amateurs de style True Crime. Donc, merci à toi, Yves. C'est pour des gens comme toi qu'on enregistre Distorsion. Oui, très gentil. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à faire la même chose que Yves. Allez nous donner un 5 étoiles autant sur iTunes que Google Play et même sur les sites comme Réseau, qui sont des répertoires de podcasts québécois, entre autres. Là. Donc, ça serait très apprécié de votre part et comme ça, vous allez pouvoir avoir votre minute de gloire aussi à travers un épisode. Oui, shout-out à Pod Québec aussi, que Yves représente bien. Oui. Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer cet épisode bilan parce qu'on a plein de mises à jour à faire puis plein de questions à répondre? Oui, monsieur. Let's go. Seb, commençons ce bloc de mise à jour avec une question d'un auditeur. La voici. Étant donné que les histoires que vous couvrez sont très récentes, est-ce que vous suivez les développements potentiels qui y sont reliés après la production d'un épisode? Est-ce que vous prévoyez couvrir ces développements en y faisant mention au passage ou dans un épisode dédié à ce genre de mise à niveau? Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, on fait un épisode de bilan pour revenir sur certains cas. Il y a des cas qui n'ont pas bougé, mais il y a des cas justement qui ont des nouveaux développements. Donc, on va toujours, on va s'y attarder aujourd'hui. Mais je te dirais que dans notre quotidien, dans nos recherches, généralement, on couvre quand même ces sujets-là. Là, par-ci, par-là, on retombe sur des nouvelles en suivant justement cette actualité-là un peu distorsionnée. Mais on retombe sur l'actualité des sujets qu'on a déjà couverts. Donc oui, on se tient toujours à jour des cas qu'on a couverts. Puis parfois, il nous arrive même de publier certaines nouvelles qui sont couvertes dans la presse sur notre page Facebook ou sur Twitter. Donc on aime ça, faire des petits suivis sur ces histoires-là. Commençons donc par notre premier sujet de la saison, en fait, Marina Joyce, qui est vraiment l'épisode qui a lancé
notre saison 1 qui a lancé l'aventure Distorsion. Nous, de notre côté, ça a pris quand même un bout de temps. Lorsque moi et Seb, on pensait au concept de Distorsion, on a créé une grosse banque de sujets au départ, puis Marina Joyce était le choix parfait pour commencer, parce que c'est un sujet qui est récent. C'est une YouTubeuse britannique qui a commencé à avoir des comportements un peu étranges dans ses vidéos au cours de l'année dernière, et les internautes se sont demandé si elle avait été kidnappée, si elle était en bonne santé, si elle était victime d'une famille d'abuseurs ou d'un chum abuseur. Exactement. Donc, quelles sont les mises à jour par rapport à Marina? Marina a publié il y a quelques temps, même environ un mois après que nous, on a diffusé l'épisode, parce qu'elle a jamais vraiment voulu révéler en tant que telle, elle a jamais comme infirmé ou confirmé toutes ces théories-là qu'il y avait eu, malgré que sa mère... elle niait tout, là, qu'il y avait rien d'extraordinaire avec elle. Elle a publié une vidéo qui s'appelle Saving Marina Joyce. Je vous rappelle, c'est un peu le trending, là, le hashtag qui était utilisé sur les réseaux sociaux pour sauver Marina, là, qui était même dans les rumeurs, il y avait même des rumeurs que ISIS, elle était sous l'emprise de ISIS. Ça me faisait bien rire. Et elle revient sur cette période-là. Elle avoue que elle était troublée, qu'elle était pas bien, qu'elle subissait une dépression, mais jamais... mais elle dit que toutes les rumeurs à son propos sont fausses. Donc, donc elle n'a pas été abusée ou sous l'emprise de quelqu'un ou quoi que ce soit. Elle revient même sur l'histoire des bleus sur ses bras. La seule chose qu'elle mentionne, c'est que ça lui a fait réfléchir sur sa vie, mais que c'était une étape de sa vie, mais... sans plus. C'est un peu ce que je trouve étrange, je dois avouer, dans sa confession, puis en même temps qu'elle dit que c'est pas vrai, mais elle avoue qu'elle était tordue, qu'elle avait un peu l'esprit distorsionné, si on veut. Donc, c'est difficile à saisir, mais je vous dirais qu'elle semble vraiment, pour vrai, aller mieux, parce que moi, je la suis sur YouTube quotidiennement, pas quotidiennement, là, mais de manière hebdomadaire, en fait, dès qu'elle publie des vidéos. J'aime sa dynamique et tout ça, puis là, je trouve que c'est vrai qu'elle a repris un peu son éclat, on le voit même dans ses yeux. Elle a l'air en meilleure santé. Elle a l'air vraiment en meilleure santé. Mais je crois encore à toute cette épopée, du marketing. Le coût de marketing est rendu, écoutez, à 2,1 millions d'abonnés YouTube. C'est très rentable. La vidéo dont je vous parle, Saving Marina Joyce, c'est 1 million, quasiment 300 000 vues. Quand même. D'écouter. La plupart de ces vidéos, ils ont souvent plus d'1 million de vues. Après quelques semaines seulement, donc c'est... La controverse a été très payante. Oui, pour elle, effectivement. Puis cette vidéo-là qu'elle a sortie, c'est pas suffisant justement pour faire taire là, les adeptes de la théorie de conspiration, comme quoi, justement, comme tu disais, comme quoi elle est sous l'emprise d'une force externe, si on veut. Exact. Épisode numéro 2, moi c'est un des épisodes qui m'a le plus passionné. On en avait parlé tellement longtemps, puis même c'est un sujet qui nous reste en tête. Même encore cette semaine, je fouillais un peu pour voir s'il y avait d'autres choses qui étaient sorties. C'est le cas de Elisa Lam. Elisa Lam, c'est cette blogueuse qui est partie, c'est une Canadienne, donc qui est partie faire un tour de la côte ouest américaine il y a quelques années, en 2011. Et puis elle a été retrouvée morte dans un réservoir à eau sur le toit du Cecil Hotel à Los Angeles, donc un hôtel qui a déjà un passé assez sordide. La cause de sa mort, c'est apparemment noyade, avec la maladie mentale ayant joué un rôle important. Il y a encore des gens qui pensent qu'elle a été assassinée, ou même des gens qui pensent qu'elle a été victime de forces paranormales, parce que, bon, on se rappelle, la vidéo de l'ascenseur qui avait été publiée sur YouTube avait fait sensation et était devenue virale. On n'a pas tellement de nouvelles de Elisa Lam, en fait, pour ce qui est de tout ce qui est l'enquête, c'est case closed. En fait, le dossier est fermé, il y aura pas plus d'enquête que ça. Par contre, les internautes, eux, sont encore à l'affût. Dans le cas d'Elisa Lam, en fait, il y a un projet Kickstarter qui a été une réussite, qui est un film documentaire intitulé What Happened to Elisa Lam, qui a été justement mais le documentaire n'est pas réalisé, mais le projet Kickstarter a été réussi, je crois, à la fin mars ou quelque chose comme ça, là, okay. Avril-mars, quelque chose comme ça. C'est un projet qui est réalisé et produit par deux indépendants du nom de Jake Anderson et Jared Salas. Ces deux gens-là, en fait, sont connus pour être derrière le site ghostdiaries.com. Donc, des gens qui sont habitués d'investiguer là,
des histoires de true crime et de paranormal. En fait, Jake est aussi auteur. C'est 2 gradués d'une école de cinéma de la Californie. Et puis, c'est un projet qui a l'air quand même prometteur. J'ai hâte de voir s'il y a des nouvelles informations qui vont sortir de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attarde beaucoup au côté détective Internet, si on veut, le côté web sleuth, le côté l'enquête sur Reddit. Donc, j'ai hâte de voir parce que nous, évidemment, à Distorsion, c'est un sujet qui nous intéresse. Oui, on va vous tenir au courant dès que ça sort, si ça sort, parce qu'on le sait, les projets Kickstarter, des fois, ça n'aboutit jamais. Oui, dans leur cas, eux, en fait, ils ont réussi à engager plus de 30 400 $. C'est excellent. C'est une somme intéressante. En plus, s'ils pensent aller avec un peu de financement privé autour de ça, je pense qu'ils peuvent ramasser un beau montant pour cette histoire-là. Puis il y a des chances que ça marche bien parce que c'est un cas qui a fait énormément jaser. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'on pourrait inviter un des 2 auteurs à Distorsion un jour pour un interview. Pourquoi pas? Pour nous, Elisa Lam, ça a été un épisode aussi très populaire. Oui. Nos auditeurs ont vraiment adoré. Puis il y a aussi un autre cas similaire qu'on risque de peut-être aborder en saison 2. Oui, c'est Magdalena Zouk, Oui. qui est une Polonaise, en fait, qui est morte en Égypte dans des circonstances pas comme Elisa Lam, mais un peu dans le même contexte, si on veut. Là, c'est très, très ambigu. Sa mort en tant que telle, les autorités, comment que le cas est traité par les autorités égyptiennes, parce que je vous rappelle, c'est une Polonaise qui était en Égypte. Donc, il y a un peu tout pas ce débat-là, mais c'est cette intrigue-là autour de ça qui est pas encore révélée. Même, on n'a pas toute l'information alors qu'on vous en parle. Là. Donc, mais c'est un cas hyper similaire qui fait le tour de l'Internet et que le web sleuth est très, très... l'enquête du web est très, très active actuellement. Exactement. Justement, ça répond un peu à la question qu'on nous a posée en début d'épisode. C'est un cas très récent. Ça se déroule même encore maintenant. On attend encore les détails de l'autopsie. Donc, pour nous, à Distorsion, c'est intéressant, puis pas en même temps, parce que c'est tellement récent que c'est difficile d'avoir une idée claire de ce qui s'est vraiment passé. Donc, pour nous, on va laisser... l'été passer un peu, puis ça sera peut-être un bon sujet pour notre saison 2 s'il y a autre chose qui arrive. Mais cette histoire-là est passionnante aussi parce qu'il y a des vidéos, il y a énormément de choses qui sont sorties sur YouTube, donc ça fait penser ça rappelle un peu Elisa Lam. Oui. Sinon, un autre sujet intéressant de notre saison 1, c'est Max Spears, ce conspirationniste qui croyait à la race reptilienne, aussi qui croyait avoir découvert un réseau de pédophilie au sein de l'élite mondiale, qui croyait à plusieurs conspirations extraterrestres. Bref, un sujet assez passionnant. On sait toujours pas, on n'a pas vraiment éclairci les circonstances de son décès parce qu'il était mort en Pologne quelques jours avant de donner une conférence importante là-bas, puis il avait été retrouvé mort sur le canapé d'un ami après avoir vomi 2 litres de liquide noir. Donc c'est très, très étrange. On vous invite à aller réécouter l'épisode si vous ne l'avez pas fait. Max Spears, en fait, il n'y a pas énormément de développement au niveau de l'enquête. Par contre, ce qui se déroule en ce moment, c'est encore une fois une campagne de socio-financement afin de recueillir 5 000 € pour réouvrir un peu le dossier. C'est entre autres la mère de Max Spears et des amis aussi de Max Spears qui sont derrière ça. Ils souhaitent recueillir ces frais-là pour payer un avocat en Pologne et payer un avocat en Angleterre pour faire des recherches parce qu'encore une fois, Max Spears est décédé dans un pays étranger. Ouais. Donc, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'enquête. C'est une campagne qui est en cours en ce moment, mais qui semble pas très bien fonctionner. Là, je crois qu'il y avait réuni 180 € en ce moment lorsqu'on va voir la campagne de financement. Donc, si c'est un cas qui vous intéresse, on vous encourage à aller faire des dons. On sait que c'est vraiment la mère de Max Spears qui est derrière ça. Là, donc, je pense pas que ça soit une arnaque ou quoi que ce soit. Je sais pas si ça va permettre d'éclaircir le mystère non plus. Toi, Seb, qu'est-ce que tu avais pensé de cette histoire-là? Ben déjà que c'était vraiment particulier parce que quand il avait rapatrié le corps, il était déjà avancé au niveau de sa décomposition. Donc c'était difficile de refaire une autopsie, de pouvoir détecter quoi que ce soit. Il y avait je sais que la couleur de sa peau avait quelque chose qui... Fait que, tu sais, je me demande, rendu là, comment tu fais pour enquêter et débloquer? Puis c'est vrai que c'est totalement mystérieux. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été cachées par des gens, mais je sais pas jusqu'à quel point ils vont être capables de déterrer puis de découvrir
découvrir vraiment Non, tu sais, je veux dire, l'empoisonnement, tu sais, on remonte à loin, là, puis étant donné, comme je vous dis, le corps, on peut pas refaire des autopsies, là, ça fait trop longtemps, il y aura plus de traces ou quoi que ce soit, là, c'est impossible, là. Puis même, là, il doit être enterré, je sais pas s'il est enterré, je me pose la question, ou brûlé, là. Donc, voilà, je trouve que c'est un beau défi, mais je peux comprendre, là, bon, si c'était mon fils, sûrement que je ferais la même chose, puis je voudrais éclaircir le mystère, là, de rester toujours sans vraiment savoir la vérité, ça doit être vraiment difficile. Ah, exactement. Max Pierce semble être un des favoris des auditeurs de Distorsion. Lorsqu'on en discute avec les gens, c'est souvent, là, je dirais en grande majorité, cet épisode-là qui revient comme étant le favori des fans. Par contre, ça a longtemps été notre épisode le moins téléchargé, oui. Donc paradoxalement, c'est très drôle. Donc il semblerait que, je sais pas, peut-être ma théorie à 5 sous, là, c'est peut-être que le sujet semble un peu difficile à aborder vu que ça touche aux conspirations, puis ça touche à des sujets tellement profond ou tellement surréel que parfois ça frôle la fiction et le paranormal. Mais j'ai l'impression que les gens qui se sont donné la peine de l'écouter ont vraiment aimé cet épisode-là. Moi, me plonger dans ce sujet-là, c'était assez particulier parce que je suis pas nécessairement le plus érudit des théories conspirationnistes. Il y avait des choses là-dedans qui étaient un peu nouvelles pour moi, mais ça m'a donné un peu envie là, de continuer à suivre le sujet. Oui, exact. C'est un cas qui m'a quasiment ébranlé, en fait. C'est fascinant comment il peut y avoir des communautés de gens qui croient quand même puis je veux pas médire ou dire quoi que ce soit, ils ont le droit de croire à ces théories-là. Moi, je suis moins il y a certaines théories que je suis moins adepte, mais ils ont quand même une communauté qui est très engagée. Exact, qui était là puis qui croit en lui et qui aborde toujours dans le même sens. Donc il y avait quand même un certain pouvoir d'attraction. L'autre chose de Max Pierce, c'est qu'on connaît pas son passé non plus. On connaît juste ses dernières années en tant que spécialiste, ufologue, superhuman ou le terme, je pense, c'est ça là, qui se catégorise comme un humain, un surhumain. Oui. Donc c'est ça, fait qu'il y a encore des morceaux du puzzle sur la personne en tant que telle qu'on connaît pas. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais un jour qui sorte au grand jour. Peut-être que même sa mère va peut-être révéler ces informations-là. Ça serait intéressant pour mieux connaître le personnage. Puis sa conjointe de l'époque, Sarah Adams, est toujours très active, elle, de son côté, là, sur autant sur les réseaux sociaux que sur le chemin des conférences, là, si on veut. Elle fait plusieurs conférences constamment, des vidéos et des choses comme ça. Donc, à suivre pour les adeptes de Max Pierce. Sinon, on a une mise à jour aussi au sujet de Amanda Todd, qui était un épisode assez touchant qu'on a réalisé. Cette jeune fille canadienne qui s'est suicidée après avoir souffert d'intimidation en ligne pendant des années. Il y a eu un coupable lié à ça, un homme là, des Pays-Bas qui se nomme Aiden C. Seb, tu peux nous en dire plus, je crois? Oui, en fait, il a été condamné il y a pas vraiment longtemps à 11 ans de prison par la justice néerlandaise et le juge a approuvé l'extradition pour qu'il y ait son procès au Canada. Aux dernières nouvelles, là, j'ai vu une nouvelle qui a été diffusée comme il y a quelques jours et il n'y avait toujours pas de date approuvée par le ministère de la Justice canadienne que lui va autoriser l'extradition pour qu'il y ait son procès. Comme on discutait dans l'épisode d'Amanda, je me demande comment il gère ça, parce que lui, actuellement, il est en prison quand même pour 11 ans aux Pays-Bas. Oui. Durant son extradition, est-ce qu'il doit... J'imagine qu'il est extradié plutôt le temps de son procès. S'il est condamné, je veux dire, il va pas faire Pays-Bas-Canada en avion pour purger ses peines d'une prison à l'autre. Il y a cet angle-là que j'ai hâte de savoir et de vous en reparler, parce que c'est comme vous en parlez, c'est assez rare que maintenant on a des cas que les gens sont condamnés dans plusieurs pays et la finalité de tout ça face aux criminels, je me demande vraiment comment ça se passe. Ça vaut la peine de faire peut-être quelques recherches puis de vous revenir là-dessus. Autre cas
Le Slenderman. Oui. Ça, c'était vraiment un de mes cas. Moi, j'ai adoré ce cas-là. Je vous rappelle, le Slenderman, c'est un creepypasta de l'Internet. C'est un personnage qui avait été créé à la base, c'était un concours de Photoshop, là. Exactement. Qu'il fallait recréer. Je me souviens même pas s'il y avait l'indication précise de recréer dans un contexte épeurant ou historique. Mais du moins, la personne recréait le personnage Slenderman, là, qui est un homme, un grand homme, pas vraiment de visage, la peau blanche, toujours habillé en veston. Certaines déclinaisons, il y a un peu comme une pieuvre ou une araignée. Là, il y a plusieurs bras. Et puis c'est vrai qu'il était peurant, là, il est très, très élancé. Bref, la personne qui avait créé, qui a fait la première déclinaison de ça dans toutes sortes de contextes, c'est vrai que ça donnait froid dans le dos. Et à partir de là, il y a eu une déclinaison. Là, c'est un peu le bonhomme 7 heures des temps modernes. Il faisait des menaces par le web. Si vous écoutiez pas ce qu'il vous dit de faire, il va vous enlever à votre famille, ou même va tuer vos proches, etc. Et il y avait eu les deux petites filles là qui avaient assassiné la pauvre, en fait pas assassiné, pardon, qui avait poignardé 19 fois Peyton, mais qui a survécu, il y avait Anissa et Morgan là en fait qui sont toujours en prison. En fait qui sont en attente de leur procès final, et justement parce qu'on n'avait pas eu la peine en tant que telle lors de l'enregistrement de l'épisode. Et Morgan, en fait, elle est schizophrène, donc elle était évaluée pour, donc elle était pas en prison, pardon, mais elle était plutôt placée dans un hôpital psychiatrique. Oui. Le temps d'avoir son procès. Par contre, les dates ont été sorties de leur procès. Ça va être parce qu'ils vont avoir chacun leur procès indépendamment, même s'il n'y a qu'une victime. Ça va être le 11 septembre pour Morgan, et ça va être le 16 octobre pour Anissa. De ce que je vois, il y a rien dans ce qui a été indiqué qui allait. Je sais que la défense vont pousser sur le cas de la maladie mentale, mais actuellement, ça sera pas nécessairement tenu compte de ce que je vois. Ils peuvent faire jusqu'à 45 ans de prison. Ah oui. Chacune, là. Donc c'est quand même des jeunes filles, là. Actuellement, ils ont 15 ans, ils ont fait le crime, il y avait 12 ans, donc ça fait 3 ans de ça. Donc ça va être à suivre, là, à voir la peine finale de tout ça. Donc voilà, ça aussi, j'ai hâte de voir la finalité de ce cas-là qui est un peu. C'est tellement triste. Si vous voulez voir, là, il y a un documentaire de HBO sur le cas Beware de Slenderman, et à l'intérieur de ce documentaire-là, vous allez voir le témoignage tout de suite après le crime, quand les deux petites filles ont été arrêtées. Et je vous dis, c'est à se jeter par terre, dans le sens que quand ils nous expliquent un peu tout ça, c'est tellement surnaturel pour eux, c'est comme rien passé, ils sont pas conscientes de tout ça. Bref, c'est vraiment une histoire qui m'avait vraiment jeté à terre par rapport à ça, puis surtout leur jeune âge, puis de faire quelque chose d'aussi sordide par rapport à un personnage de l'Internet. Ben oui, c'est vraiment hallucinant. De notre côté, ça nous encourage à creuser d'autres creepypasta. Oui, ben oui. Puis c'est sûr qu'on va arriver avec d'autres histoires là-dessus dans la prochaine saison. L'épisode suivant, c'est Slavik. Slavik qui est notre hacker russe qui mène un groupe de crime organisé appelé le Business Club, qui est aussi le créateur d'un virus, là, d'un malware appelé Game Over Zeus, qui a fait des gros ravages, qui a permis de voler des sommes d'argent vraiment importantes. Donc Slavik est le hacker le plus recherché au monde encore en ce moment même. On n'a pas vraiment d'update là-dessus. On va garder quand même l'œil ouvert parce que c'est encore en cours d'investigation. De notre côté, en fait, Slavik a été notre épisode le plus téléchargé, donc définitivement notre épisode le plus populaire. Je crois que nos auditeurs, un peu dans le domaine du hacking et de l'informatique, ont sans doute bien apprécié. De notre côté, ça a été beaucoup de recherches aussi, Slavik. C'était pas évident là, de faire, de tracer là, toutes les pièces là, qu'il avait laissées sur Internet. En fait, nous, on a pas fait ça tant que ça, mais on a plus lu des articles, mais de faire la chronologie de tout ça, puis de démêler les différents intervenants, puis ses collaborateurs en Ukraine, puis comment la traque s'est déroulée sur plusieurs années.
ça a été quand même quelque chose. Non, effectivement. Puis c'est ça, si vous voulez aller voir sa fiche sur le site du FBI, comme dit Émile, il est encore dans les Most Wanted au niveau numérique digital. Le FBI ont vraiment une division dans cybercrime, exact, dans les gens les plus recherchés. Amusez-vous, allez voir, c'est intéressant. Quand on regarde un peu le profil des gens, c'est beaucoup des Russes, beaucoup d'hackers russes que souvent ont voulu tenter justement de prendre de l'information dans les entreprises. C'est beaucoup lié à ça et beaucoup lié aussi au terrorisme. C'est beaucoup les deux champs que j'ai remarqué pourquoi les gens étaient recherchés par rapport à ça et les fraudes un peu à la slavique. Là. Donc, parce que l'un est près de l'autre. Hein. Le terrorisme est très près du hacking. Puis, Ah oui, exactement. Puis on le sait, là, les guerres actuellement, oui, il y a des guerres militaires avec des armes, des fusils, là, mais il y a aussi toute une cyberguerre qui se déroule actuellement et qui même va sûrement faire sujet d'un épisode un jour, couvrir ça. C'est tellement large, mais il y a tellement d'actions actuellement par rapport aux guerres. Même, petite parenthèse, les forces armées canadiennes ont annoncé qu'ils avaient embauché des hackers pour leur première fois de leur histoire cette semaine. Ah oui. Donc, on voit qu'on tombe dans un nouvel ère, si on veut, que c'est plus juste dans les films, ou du moins sur la slide, sur le côté là, qu'on a besoin d'hackers, vraiment des employés de l'État, là, comme aux États-Unis. Donc voilà. Tout à fait. Prochain sujet, c'est Jane O'Brien Media, la mafia du chatouillement. Encore un drôle de sujet qu'on a investigué ici. Aussi le cas de David Ferrier, qui est ce journaliste néo-zélandais qui a un peu mené l'enquête là-dessus, qui lui en fait qui a ébruité ce sujet-là. Il s'est rendu compte qu'il y a un groupe qui se nommait Jane O'Brien Media, qui se nomme encore d'ailleurs. Eux, ils organisaient des compétitions de chatouillement, donc du chatouillage compétitif. Et puis, en fouillant un peu, on se rend compte que les participants à ces compétitions-là ont été fortement intimidés en ligne, ils ont été menacés, puis ils ont été menacés de toutes sortes de choses. Leur nom a été sali en ligne. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Donc, il y a vraiment des gens très contrôlants qui menaient cette genre de mafia du chatouillement. David Ferrier lui-même a aussi reçu un nombre incroyable de menaces de la part de ces gens-là. Il y a eu des démêlés avec la loi, avec le système judiciaire. Donc c'était carrément là, il a ouvert une boîte de Pandore lui en s'intéressant à ça. Oh oui, ils sont venus le narguer à la première du film. Film qui est Tickled, en fait, que David a réalisé au cours de la dernière année. Oui, exactement. Et tu sais, ça allait vraiment loin. Et je sais pas si vous s'en souvenez, mais dans l'épisode, justement, le fondateur de ça est décédé. Il est décédé il y a quand même peu de temps. Et lorsqu'on a enregistré l'épisode, sa page Facebook et tout ça, parce qu'on sait, il a toujours un peu nié un peu toute son emprise sur ce monde du chatouillement-là. Et sa page Facebook, c'était une page avec une photo de couverture avec un genre de couple qui s'embrassait avec des cœurs turquoise et rose. Rien qui pouvait qui était prédestiné, ou du moins qui pouvait nous dire que c'était du chatouillement. Mais depuis sa mort, il y a quelqu'un qui a repris la page, on sait pas trop qui, et là, il s'assume à 100%. Vous irez voir sur Facebook, là, Jane O'Brien Media, là, maintenant, la photo de profil, c'est un jeune qui se fait chatouiller, un peu comme dans les vidéos. Là, vous irez voir, là, tapez sur YouTube, là, tickle, des choses comme ça. Vous allez voir plein de vidéos de tickling. Là, si vous avez pas fait l'exercice, moi, je vous le dis d'avance, moi, j'avais trouvé ça très malaisant. Donc, donc voilà, c'est que c'est le seul le changement là, qui est sur ce cas-là, qui est quand même on pourrait dire quasiment un case close. Mais en même temps, quand je vois tout ce qui se poursuit là, je sais pas si c'est mené par d'autres personnes, peut-être que, tu sais, je veux dire, si... qui ont les mêmes intentions. Ouais, exactement, parce que, tu sais, le problème, les gens étaient consentants, ils se faisaient payer, c'était plus dans l'attitude, si on voulait plus avoir ces vidéos en ligne, là, tu sais, mais que c'est un peu tout le bullying qui était dérangeant. Le tickling en tant que tel, c'est un fétiche qui existe depuis belle lurette, là. Donc bref, voilà pour Jane O'Brien Media. Entre-temps, en fait, David, je vous suggère d'aller regarder le film Tickled que David Ferrier a réalisé pour HBO.
c'est vraiment excellent. Moi et Seb avons parlé à David à quelques reprises via Twitter. Au moment de l'enregistrement, il n'était pas disponible pour une interview, donc il était lui-même dans un shooting très intense qu'il nous disait. Donc peut-être qu'il y a autre chose qui s'en vient de la part de David Farrier. Donc c'est son documentaire était excellent, donc j'ose croire que son prochain projet risque de l'être. Donc on va vous tenir au courant aussi de ces développements-là. Ouais, je vous suggère même de le suivre sur Twitter. Il est très divertissant, sincèrement. Absolument. Là, moi, je l'ai dans mes notifications, là, donc il y a ce statut-là, ce rôle-là, parce que je le trouve drôle. Donc voilà. Prochaine update, c'est Silk Road, parce qu'il s'est passé quelque chose très récemment, cette semaine même. Oui, Russell Brick qui a perdu sa dernière chance d'appel pour sa sentence de prison à vie, donc il va être condamné malgré tout à la prison à vie, malgré qu'il y a eu des policiers qui ont été corrompus dans cette histoire-là. Parle-nous en un peu, Émile, des agents de la DEA. Oui, exactement. Pour faire un bref rappel, Silk Road, c'est un marché illégal qui a été mis sur pied sur le dark web par un certain Dread Pirate Roberts, dont le vrai nom est Ross Ulbricht, et il s'est transigé des milliards de dollars via ce site-là au courant du début des années 2010. Et puis, justement, Ross Ulbricht a été attrapé puis a été condamné à la prison à vie, ce qui est quand même une grosse sentence pour ce qu'il a fait. Ce qui n'a pas aidé, je dirais, c'est que vers la fin là, de sa traque, de sa cavale, si on veut, il avait commencé à mettre la tête de certaines personnes à prix. Donc, il avait commandé des assassinats qui se sont réalisés, mais qui étaient des mises en scène, donc qui étaient faussement réalisés. Dans le cas des agents de la DEA qui étaient corrompus, en fait, on revient à Carl Mark Force, qui est l'agent de la DEA qui menait là, la Silk Road Task Force, qu'on appelle, et lui a écopé de 6 ans et demi de prison pour avoir abusé de ses pouvoirs d'agent fédéral. Donc lui, il s'était fait passer pour un faux leader de cartel mexicain, et puis il interagissait sur Silk Road avec Dread Pirate Roberts dans le but de le leurrer puis de l'attraper, mais entre-temps, il lui a fourni des documents illégaux provenant de la DEA puis du FBI. Entre-temps, il lui a justement proposé d'exécuter des meurtres à son compte, et Dread Pirate Roberts, Ross Ulbricht l'aurait même payé pour qu'il réalise ces meurtres-là. Tout ça était des mises en scène, mais on frôle les limites là, de l'éthique, surtout pour un agent fédéral. Donc c'est un cas, il a plaidé coupable, il s'est pas vraiment obstiné, et le juge lui a donné la peine maximale en fait pour ce genre de crime-là, qui est pas rien. Un autre dude, en fait, son ami à Carl Mark Force, c'est Sean Bridges. Lui, même chose, un drôle de numéro. Lui, Sean Bridges, il avait volé des bitcoins du compte de Silk Road dans le but justement d'attirer l'attention de Dread Pirate Roberts, et il lui a jamais redonné. Donc lui, il a été accusé de 71 mois de prison pour blanchiment d'argent, puis il a été aussi condamné à verser 500 000 $ pour son acte de blanchiment d'argent. Entre-temps, il a aussi essayé de changer son nom et de fuir les États-Unis en attente de son procès. Donc c'est quand même pas rien. Et puis il aurait été attrapé quelques années plus tard pour avoir détourné un autre 700 000 $ en bitcoins. Donc Sean Bridges est devenu un genre d'expert en blanchiment de bitcoins, mais on se rappelle que c'était un agent de la DEA à ce moment-là. Donc en ce moment, c'est un peu rendu une blague. Il est devenu une caricature de lui-même, et l'exemple parfait là, d'un agent corrompu. Oui, exact. C'est fascinant, hein, comment que même si la police avait à la base une bonne volonté, on voit que l'appât du gain est toujours là, hein, malgré tout. C'est fascinant. Notre dernier sujet maintenant qu'on a couvert de la saison, c'est Luca Magnotta. Ce cher Luca qui est quand même une grosse histoire. Les mises à jour, c'est dur à dire parce que il y avait tellement de choses à couvrir dans cet épisode-là. Est-ce qu'on a tout couvert? Certainement pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu creuser? Certainement. Il n'y a pas vraiment de mise à jour au niveau de l'enquête ou tout ça. C'est vraiment un truc c'est fermé. C'est un qui est bouclé. Clos, ouais. Exactement. Ce qui s'est passé par la suite, dans le post-enquête et le post-emprisonnement, Luca Magnotta a continué un peu à agir comme sa personnalité le représente bien. Là, c'est-à-dire qu'il a envoyé des photos
photos de lui en prison à des gens à l'extérieur. Ça s'est retrouvé sur le web. Il s'est fait il y avait énormément de fans en dehors des prisons qui lui ont envoyé des lettres. Il s'est fait des petits copains en dehors de la prison. Il a échangé des lettres avec ces petits copains-là qui se sont retrouvés sur Internet aussi. Donc, la saga continue toujours un peu. Il y a toujours des petites choses qui sort là, de cette histoire-là parce que il semble ne pas vraiment avoir changé même en prison. Il est toujours autant narcissique, toujours autant abus de lui-même. Et puis j'ai l'impression que ça changera pas. Non, t'as bien raison là-dessus. Petite anecdote qu'on vous avait pas parlé durant l'épisode, je sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait que le Animal Beta Project, en fait, qui est un organisme qui est des vigilantes sur le web pour traquer les gens qui font de la cruauté animale, en fait, avait tenté pour le piéger à l'origine. Il s'était allié avec une playmate de l'époque et il voulait engager Ron Jeremy, l'acteur porno, je suis sûr que tout le monde le connaît, le gros à moustache, pour le piéger. Pour piéger Magnotta, parce qu'on sait, il voulait aller dans la porno quand même, puis Ron, il dit « Ouais, mais moi, je fais pas de la porno gay. » Comment je pourrais dire, la playmate l'a presque convaincu, mais Ron, pour laquelle il voulait pas le faire, c'est pas parce qu'il voulait pas se faire passer pour un acteur gay ou quoi que ce soit, c'est qu'il avait peur de se faire manger par Luca Rocco Magnotta, parce que déjà à cette époque-là, il y avait des rumeurs autour du cannibalisme autour de lui, malgré sa cruauté animale. Donc, lui, il avait peur que quand Magnotta allait sortir de prison, il allait se venger sur lui. Donc, je trouvais ça quand même rigolo comme anecdote autour de ce cas-là. Toujours plein d'humour, ce Ron Jeremy. Je pense qu'on a fait le tour de nos mises à jour. Seb, on a plusieurs questions du public. On va faire le tour parce que c'est des questions très très intéressantes. Je te demande à toi, tiens, pour commencer une question ouverte. Ouais. Tiens, toi, quel a été ton épisode préféré ou le plus marquant, tiens? Le plus marquant, je pense vraiment que c'est le Slender Man. Comme je vous disais, ça m'a vraiment fasciné. Slenderman à cause de tout le cas, justement, les petites filles, puis Amanda Todd. Amanda Todd, je l'ai trouvé très difficile en tant que moi-même de parent, puis que c'est le genre de choses qui pourraient arriver à ton enfant sans que tu sois trop au courant. Puis que ton enfant subisse tout ça, puis que se suicide, ça je l'ai trouvé dur, extrêmement dur. Donc voilà, le Slenderman, mais en fait je les ai tous aimés beaucoup. J'ai beaucoup aimé Tall Out Blonde aussi, qui est un autre aussi podcast qui était moins populaire, qui était un triangle amoureux entre trois personnes en fait, qui était puis que tout le monde pour vous résumer ça, en fait c'était un homme près de la quarantaine, je crois, qui se faisait passer pour un jeune homme des Marines. En fait, il utilisait ses propres photos de lui, mais quand il était plus jeune, qui est allé séduire une autre jeune fille, mais qu'en fait, sans vous spoiler, là, qui était une autre personne. Donc, ça a viré en triangle amoureux. Tout le monde se mentait. Oui, tout le monde se mentait. Il y a quelqu'un qui a été assassiné là, par jalousie dans ce cas-là. Là. Donc, assez marquant. Assez marquant. Ça, il m'avait vraiment marqué. Sincèrement, c'est un épisode qui vaut la peine d'être écouté pour le cas. Et le gars, il est sorti de prison. Là. Il est plus en prison actuellement. Et il en discute. Il regrette son geste. En même temps, je trouve ça tellement bizarre, tu sais, il y a quand même une mort sur la conscience, c'est pas lui qui en tout cas, fait que bref, c'est un cas aussi qui m'avait. Et toi, Émile, c'est quoi tes épisodes que t'as aimé le plus? C'est une bonne question. Je dirais on n'a pas vraiment d'update là-dessus, on n'est pas vraiment pensé dessus aujourd'hui, mais je dirais que Lake City Quiet Pills, je crois que c'est mon histoire préférée, c'est mon épisode préféré, puis ça a été un épisode très populaire auprès de nos auditeurs parce que ce que j'ai aimé de cet épisode-là, en fait, pour vous le résumer, c'est des internautes sur Reddit ont découvert dans le code source d'un site d'images des annonces classées pour tueurs à gages. Donc c'est assez irréel quand on commence à lire ça. Puis lorsqu'on se plonge là-dedans, c'est une suite là, de rabbit hole de puzzles internet, puis de discussions sur Reddit, puis d'enquêtes sur un utilisateur de forum, puis on s'est rendu compte qu'il y a même un assassinat à Dubaï qui aurait été lié à ce groupe-là. Donc c'est assez fascinant. Ce que j'ai aimé de ce cas-là, c'est que il y a pas grand-chose qui existe. Ça a presque pas été couvert. Ça a pas été couvert par les médias de masse, très certainement. Donc il a vraiment fallu que moi et Seb on lise des dizaines et des dizaines de discussions sur Reddit, qu'on passe
d'un sujet à l'autre, qu'on essaie de garder la chronologie là-dedans. Donc, ça a été un gros travail de tri et d'organisation de l'information. Puis moi, je pense que c'est pour ça, c'est que à quelque part, je suis fier parce qu'on a débroussaillé un peu un sujet qui avait très peu été couvert, pas du tout au Québec, je dirais, puis quand même assez peu à l'international. Et c'est pour ça que c'est un de mes sujets préférés. Sinon, je dois aller un peu avec toi. Le Slenderman était un super épisode aussi. Et Silk Road, je dirais aussi, a été un épisode assez marquant, surtout pour la recherche qu'on a fait autour, qui était quand même une longue recherche, encore une fois, là, de décortiquer la timeline et rectifier certaines informations, parce que même quand on faisait le tour sur Internet, ça se contredisait. Wikipédia dit pas la même chose qu'un article de Wired ou qu'un autre article. Et donc, on espère qu'on a fait un bon travail de justification de l'info. Seb, allons-y avec les questions de nos auditeurs, tiens. Oui, une prochaine question. Avez-vous un cas en particulier que vous vouliez aborder, mais que pour X raisons, vous avez abandonné? OK. Bonne question. Ben, au départ, je dirais que Magnota, on n'était pas sûr de le faire. Il était sur notre liste depuis les tout débuts, c'est-à-dire même il y a presque 1 an, quand on avait commencé à penser au concept de distorsion, il était dans la liste, c'est sûr, parce que c'est clairement un cas là, de l'ère numérique, c'est un true crime. C'est québécois. C'est québécois en plus. Mais je sais pas, on se disait peut-être, je crois que notre hésitation, c'était que c'est un cas qui avait tellement été couvert qu'on savait pas trop par quel angle l'aborder, puis on savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait ajouter à la discussion. Je crois que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est attardé un peu plus sur la quête, la recherche en ligne qui a été faite par les activistes, par les gens du Animal Beta Project et autres. Et puis, donc, on a failli pas le faire, je crois, Magnota. Oh oui, on s'est décidé quasiment il y a quelques semaines. Bon, mais on termine avec Magnota. On a envie de le faire, puis on a trouvé l'angle finalement parce que notre objectif à Distorsion, c'est pas de répéter. On n'a pas le choix de répéter les faits, les chronologies, tout ça, mais notre objectif, c'est pas de copier-coller une nouvelle d'agence France Presse. Là. C'est vraiment de prendre un angle puis de le fouiller toujours dans notre angle numérique, digital, distorsionné, puis y amener notre saveur à nous. Là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on n'était pas certain, comme tu dis. Exactement. Un autre sujet qu'on n'était pas trop certain, je dirais, mais qu'on a fait quand même, c'est Silk Road. Parce qu'on se demandait comment l'intégrer à notre angle, parce que ça avait été vraiment beaucoup couvert. Est-ce que, ça touche, c'est moins un true crime, c'est peut-être moins sordide, mais en même temps, on se dit, on n'a pas vraiment de limitation à Distorsion, puis on a décidé de le faire quand même. On trouvait que c'était un gros morceau dans lequel s'embarquer. Peut-être que ça a donné qu'on était dans le jus cette semaine-là, parce que moi et Seb ne faisons pas juste enregistrer des podcasts dans la vie. Donc, faut trouver du temps pour faire tout ça. Puis Silk Road, pour nous, c'était un gros morceau à aborder. On se disait, qu'est-ce que 2 gars là, comme nous peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à la discussion? Comment on peut décrire tout ça? Mais on l'a fait quand même. Mais est-ce qu'il y en a qui sont sur la table puis qu'on n'a pas encore abordé? Ben, c'est sûr qu'il y en a, parce qu'on n'a pas abordé, il y en a on en garde pour notre saison 2. C'est ça, c'est pour ça qu'on a une autre saison qui s'en vient, mais qu'on a vraiment tassé ou... Je pense que non. Il y a un peu Magdalena Zouk qu'on vous a un peu parlé tout à l'heure, mais qui est tellement frais que justement, faut faire attention à toute l'information qui circule. Oui. Mais sinon, non, je pense que non. On n'est pas tant que ça qu'on a abandonné et qui nous a répugné, si on veut, au point que non, on touche pas à ça ou c'est trop complexe. Donc voilà. On n'est pas des slackers. Non, c'est ça. Oui, vas-y, continue. Autre petite question. Normalement, vous prenez combien de temps pour préparer un sujet? Ça, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé notre temps de préparation pour ça. Ça varie. Oui, ça varie en fait. Il y a des sujets plus simples, entre guillemets, des sujets qui ont déjà été couverts. Veut pas, il y a une structure qui est déjà mise en place au niveau factuel. Mais ça varie. Il y a des sujets qu'il faut vraiment se creuser beaucoup. Il faut lire beaucoup d'articles pour aller chercher la moindre information qu'il y a un peu partout, parce que
Sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je dois dire qu'on doit mettre au moins 10, 15 ensemble, là, si on cumule longtemps, là, 10, 15, 20 heures là, facile de recherche, de mise en place, de structure. Ça demande quand même beaucoup d'efforts parce qu'il n'y a pas juste la recherche, mais il faut vraiment la structurer dans le temps, replacer les éléments, rendre ça crédible. Ben, pas crédible, mais je veux dire avoir un suspense aussi pour vous, que vous avez toujours le goût de continuer à écouter. Il y a un peu tout ce travail-là qui demande du temps. Ça, c'est la pré-production, si on veut, là. On reviendra sur l'enregistrement un peu plus tard, mais comme tu dis, Seb, c'est beaucoup de recherche. Certains sujets sont différents d'autres. Il y a des sujets où la chronologie est très courte. Si on prend par exemple Elisa Lam, où presque tout se déroule en l'espace de quelques jours, quelques jours pour son voyage, peut-être quelques semaines pour l'enquête, là. Mais donc la chronologie est très courte, mais il y a une tonne de spéculations qu'on peut faire. Il y a une tonne de théories. Donc parfois, dans le cas d'Elisa Lam, par exemple, on n'avait pas tant de recherche de débroussaillage de faits à faire, mais par la suite, c'était d'analyser les théories, qu'est-ce qui était possible, de dire OK, elle est entrée dans le réservoir elle-même ou non, c'est impossible parce que le couvercle est pas assez grand. Donc nous, quand on se lance dans une analyse comme ça, ben faut vérifier la taille du couvercle, faut vérifier est-ce qu'il y avait un escalier en bas du réservoir, est-ce que la porte était véritablement barrée. Les autorités nous disent que oui, mais il y a un YouTuber qui est allé la semaine dernière puis que lui il est allé puis qu'il y a rien qui a sonné puis il a tout filmé. Donc, c'est de l'analyse parfois de différents scénarios. Dans certains cas, la chronologie est tellement longue, pour nous tellement long, c'est quelques années, par exemple. Dans le cas de Slavic, c'est une longue chronologie. Dans le cas de Silk Road, c'est une longue chronologie aussi. Donc là, ça demande un peu plus de recherche. Un sujet comme Lake City Quiet Pills, on part presque de rien. Ah oui, on partait de zéro, là. Ça a été, en fait, je pense que ça a été le sujet le plus ardu. À cause de ça, justement, il fallait nous-mêmes tout construire, toutes les bases. Il y avait des posts Reddit qui résumaient l'information, mais à partir de là, c'était juste une graine. Il fallait la faire pousser après ça, puis récolter ses fruits, puis produire une émission. Là, ça, lui, ça a été vraiment le plus complexe à créer, effectivement. On va enchaîner avec une autre question. En fait, la même personne nous demande, est-ce qu'il y aura une saison 2? Eh oui, il y aura une saison 2. On en a déjà parlé. Donc, début de l'automne, on devrait revenir. On va prendre l'été, moi et Seb, pour se reposer un peu, pour aussi brainstormer sur nos prochains sujets. Puis aussi, on enregistre parfois, on prend de l'avance. Donc, même cet été, on risque d'enregistrer quelques épisodes. Et puis, on aime tellement ça en faire que c'est possible. Là, on fait cet épisode bilan-là, mais c'est possible qu'il y ait d'autres épisodes de saison 1 ou de hors-série qui sortent au courant de l'été parce que il y a des gens qui nous contactent. On aimerait ça faire des interviews. Généralement, un épisode, c'est juste moi et Seb qui discutons d'un cas, mais on aimerait ça peut-être amener des épisodes un peu bonus là, avec des interviews de gens. Et puis là-dessus, il y a des choses qui se préparent. Vous êtes-vous aventuré dans le Deep Web pour vos chroniques? Ben oui, on s'est aventuré sur le Deep Web. Lorsqu'on a fait l'épisode sur Silk Road, pour nous, c'était important d'aller explorer un peu. Dans ce cas-ci, peut-être que cette auditrice veut plus savoir si on est allé sur le Dark Web. Parce qu'on le sait que le Deep Web, c'est très large. Lorsque vous êtes sur le réseau de la compagnie pour laquelle vous travaillez, par exemple, vous êtes dans le Deep Web. Vous êtes dans le Deep Web, c'est ce qui n'est pas répertorié par Google et les autres moteurs de recherche. Mais est-ce qu'on est allé sur le Dark Web? La réponse est oui. On est allé aussi, donc on est allé en touriste, je dirais. On n'a pas fait une tonne d'action là-dessus parce que, comme Seb nous le mentionnait dans l'épisode de Silk Road, c'est pas recommandé et pas recommandable d'aller sur le Dark Web. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'en vais là-dessus, je suis répertorié à quelque part dans une liste au FBI ou quelque chose comme ça. Mais on le fait, c'est-à-dire qu'on a téléchargé le Tor browser, on est allé sur Tor avec évidemment la protection d'un VPN derrière. Et puis lorsque t'es sur Tor, t'es pas encore techniquement sur le Deep Web, c'est un browser comme un autre. Oui, exactement. En fait. C'est juste qu'une couche d'encryption là il y a une certaine sécurité. Il se connecte sur le web via un genre de réseau parallèle d'internet que lui est un petit peu plus décentralisé, mais il y a toujours une trace. Même en plus, si vous êtes sous Windows, ils disent que il y a encore plus de moyens de savoir quand même qui vous êtes, mais ça reste quand même un peu plus sécuritaire que la normale. Mais non, on n'a pas eu non plus à le faire, tu sais, pour aller, même les vidéos de Magnota, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller sur le Dark Web pour les voir. C'est pour nos épisodes, pour notre recherche en tant que telle,
j'ai pas ressenti le besoin en tant que tel pour aller chercher du contenu, si on veut, ce qui était sur le dark web, là. Ce que ça nous a permis de découvrir, par contre, c'est que justement, vu qu'on réalisait l'épisode sur Silk Road, c'est que des Silk Road, il y en a plein. Il y en a plein sur le dark web. C'est pas parce que Russell Brick a une prison à vie en ce moment qu'il y a pas d'autres marchés noirs sur le dark web, même que à l'instant où il a été emprisonné, les chiffres de vente des marchés concurrentiels à Silk Road ont doublé. Donc ça a eu énormément de visibilité, puis les gens sont allés. Puis moi je peux vous dire d'une manière très très simple, là, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'ordinateur que j'ai chez moi, j'ai utilisé un VPN, Tor, j'ai réussi à accéder à tous ces sites-là. Là. La première étape à faire lorsqu'on arrive dans le dark web, c'est d'aller sur le Hidden Wiki, qui est un genre de répertoire de plusieurs sites web dans tout genre. Il y a des choses très cool sur le dark web. C'est pas juste du mauvais. Là. Non, c'est ça, des trucs. Il y a beaucoup d'essais littéraires sur justement les libertés individuelles, sur toutes ces choses-là. Il y a énormément de. Moi, je suis tombé sur des blogs, en fait, un peu des sites de nouvelles très professionnels avec des nouvelles sur les listes, les listings, les palmarès de marchés en ligne illégaux, des choses comme ça. Donc, il y a énormément de moyens qui sont mis là-dedans. Il y a même un genre de Silk Road français qui existe. J'ai vu un truc qui s'appelait La Main Noire. Donc les Français sont énormément présents. Il y en a pour tous les goûts. Là. J'ai vu des sites de vente de cartes de crédit volées. Je suis jamais allé sur ces sites-là. Puis il y a certains sites où on se rend compte que je pense que j'avais pas le bon niveau d'encryption pour accéder. Parce qu'il y a des trucs où justement c'était inaccessible. Mon expérience a été très lente, c'est-à-dire que c'est long accéder le dark web, c'est quand même assez long, juste loader un site. C'est très lent. Il y a un Facebook qui existe sur le dark web. Il y a plein de choses comme ça. Ceux qui vont aller voir, par exemple, des palmarès sur YouTube ou des choses comme ça vont se dire est-ce que tu as vu des jeunes filles se faire assassiner live sur le dark web? Mais non, tu sais, ça, c'est beaucoup plus caché que ce que j'ai vu. C'est pas sur le Hidden Wiki, non, ça. C'est que via le Hidden Wiki, tu peux accéder à d'autres répertoires qui te permettent d'accéder à d'autres répertoires. C'est vraiment des chemins là étroitement là ficelés pour te rendre à un endroit. Ce que Tor te permet de faire, c'est simplement de lire les sites .onion. Oui, exactement. Mais parfois, via Tor, faut que tu downloads d'autres browsers qui vont une couche plus loin. Donc, ça peut vraiment être... tu peux vraiment te perdre facilement là-dedans. Puis, t'oses pas nécessairement aller trop loin. Non, exact. Il y a quelque chose qui fait peur quand même. Moi, on dirait qu'il y a quelque chose quand même, qui me faisait peur parce que j'ai beaucoup lu puis il disait que justement, quand tu allais sur des sites plus profonds, les propriétaires de ces sites-là ont des outils de surveillance en temps réel de qui se connecte sur les sites. Ils gardent cette information-là parce que justement, il y a beaucoup de choses illégales, donc ils se protègent eux-mêmes aussi pour pas avoir la venue de policiers. Donc, c'est assez particulier. Petite parenthèse, si vous voulez envoyer un dossier au Journal de Québec, au Journal de Montréal maintenant, par exemple, vous avez vu un cas de fraude, faut passer par Tor. Pour envoyer une information au journal. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Cette semaine, par hasard, j'ai comme vu l'option qui dit envoyez-nous un dossier secret. Et là, je clique dessus, puis il y avait une procédure qui expliquait vraiment là, comment télécharger Tor, passer par là pour envoyer. S'assurer que c'est anonyme. Oui, parce que c'est vrai que c'est anonyme pour des couches comme ça, puis envoyer l'information au journal. Je trouve que l'idée, elle est excellente parce que ça vous assure un anonymat là, quand même. Là. Absolument. Donc, voilà, petite parenthèse. Prochaine question. Dans l'épisode des meurtres sur Craigslist, vous avez présenté un cas plus local se déroulant au Québec. Ce fut très intéressant. Si l'occasion se présente, répéteriez-vous l'expérience? Ben, je pense que oui. Au départ, on n'était pas sûr de présenter un deuxième cas parce qu'on trouvait que c'était une histoire déjà très lourde et l'histoire québécoise était déjà aussi difficile. On a coupé dedans en montage un peu par la suite là. Mais je pense que oui, je sais pas exactement quelle est la vraie question derrière, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait nous arriver de faire deux histoires dans un même épisode? C'est possible. Pour l'instant, je pense qu'on aime bien, on croit que le format là, d'environ 1 heure et quart est un bon format pour bien expliquer une histoire, mais en même temps, il y a des histoires parfois où on a un peu moins d'informations, puis peut-être
peut-être que 2 histoires dans un épisode, ça pourrait être cool d'en regrouper à certains moments. Non, c'est ça. En fait, c'était sous le thème de Craigslist, donc c'est un peu dans cette optique-là. Si ça donne, oui, mais généralement, on a tellement de contenu qu'il faut justement essayer de circonscrire ça pour une heure à peu près d'épisode. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là. Il n'y a pas d'autre choix que ça, là. Et le fait aussi que c'est, comme tu dis, c'est intéressant de se concentrer sur un cas à la fois. Si la question c'est plus, est-ce que vous aimeriez parler un peu plus de sujets locaux ou d'histoires locales, je pense que la réponse est oui. Oui. En fait, nous, nos sujets, souvent, c'est des sujets peut-être qui ont eu un rayonnement quand même assez large là, sur Internet, d'une certaine façon. Mais oui, il y a des sujets québécois, même s'ils sont très obscurs, qui peuvent nous intéresser. Là, si ça touche notre angle qu'on aime bien là, à Distorsion, pourquoi pas? Oh oui, c'est pas un choix, en fait. C'est seulement des sujets qui ont été discutés au Québec, veut pas. C'est plus petit, donc il y a moins de cas. C'est seulement une question de quantité de thèmes là. Nous, à la limite, on préfère quasiment ça, avoir des cas québécois. C'est sûr que c'est toujours lugubre, puis on aimerait mieux qu'il n'y ait pas de crime, pas de crime. Mais c'est certain que pour nous, les cas québécois, c'est super intéressant. On avait eu des réactions suite à justement cet épisode-là où Seb raconte le viol de cette Québécoise qui s'est fait attraper via une annonce sur Craigslist. Puis on dirait que c'est plus sensible. On dirait que le fait que ce soit pas quelqu'un du fin fond du Wisconsin, ça nous rend un peu plus mal à l'aise. Donc on dirait que quand c'est une histoire un peu plus locale, ça nous touche plus. Oui, c'est vrai. On sent une proximité par rapport à ça. C'est très humain. Autre petite question. Combien de temps enregistrez-vous avant de couper pour obtenir le segment que vous utilisez? Avez-vous besoin de plusieurs heures pour avoir ce qu'il reste? C'est une très bonne question. Ça dépend à quel point on est bon ou pas. Ouais, ça dépend des shots. Ouais. Je dirais que notre épisode, dans les premiers épisodes, quand on définissait vraiment le format, c'était peut-être un peu plus long. C'était plus ardu. Ça nous a peut-être pris, il y a des certains sujets peut-être que ça nous a pris par exemple 3 heures pour en garder 1 heure. Là, c'est-à-dire qu'on enregistre un peu, on arrête, on reprend, on fait une pause, on recommence, puis en bout de ligne, je sais pas, par exemple, on va avoir 1h15 puis on va trimer ça à 1h05 si on veut. Il y a certains épisodes, en fait, qu'on maîtrisait tellement, dont on s'était tellement parlé entre nous, que lorsqu'on a enregistré, je pense que la fois où on a été le meilleur, c'est je pense qu'on a fait... On a enregistré peut-être 1 heure en 1h30, quelque chose comme ça. C'était quelque chose, oui. Je me rappelle plus c'est lequel exactement. Je pense que c'est peut-être... Il y a eu Slavic puis Silk puis Silk Road, là. Ça, je pense que c'est ceux qui ont eu le moins de coupures pendant l'enregistrement. Ouais, et Elisa Lam aussi, sûrement, parce qu'on en avait tellement discuté qu'on maîtrisait... on n'avait même pas besoin de notes, là. On se rappelait de toutes les dates puis tous les endroits par cœur. Donc, généralement, c'est ça. Par la suite, il y a un travail de montage qui est fait. Parce que vous voyez, il y a des extraits sonores, il y a des mix, des effets dans la voix, il y a tout un travail de mixage qui est fait derrière que moi je fais là, via mon background en son. Puis ça prend peut-être encore une fois, là, monter un épisode d'1 heure peut prendre peut-être, dépendamment si on est bon ou pas, ça. entre peut-être 3-4 heures là, supplémentaires pour l'édition d'un épisode. Prochaine question très intéressante. Est-ce qu'il y a des sujets que vous refusez d'aborder? Y a-t-il quelque chose de trop intense pour Distorsion? Trop intense. J'aurais tendance à dire que non, mais en même temps... Je pense que notre frontière à ce niveau-là, c'est plus... c'est pas nécessairement sur l'intensité de la chose, parce qu'on s'entend que Luca Magnotta, c'est quand même assez intense. Le Slenderman, c'est intense aussi. C'est pas tant dans le gore ou dans l'horreur de la chose, je dirais. C'est sûr que moi, je suis pas un grand fan de pédophilie, de choses comme ça. Ça m'écoeure. Mais je dirais que ce qui nous bloque, c'est plus... je pense que notre but, c'est pas nécessairement de tomber dans le sensationnalisme. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une bonne base de faits pour discuter d'une histoire. Je préfère que l'histoire soit plus intense, mais qu'on la supporte bien avec des faits, qu'elle soit moins, mais qu'on ait presque rien à dire. Donc, si c'est une histoire, même si elle est très difficile ou très intense, ou qu'elle touche les bas-fonds d'Internet, moi, je pense pas que ça nous bloque. C'est plus qu'est-ce qu'on a comme information, puis qu'est-ce qu'on peut apporter à la discussion. Oui, exactement. Autre petite question, à quand le live avec Ars Moriendi, qui est notre cousin podcast québécois? Oui. Parce que vous avez sûrement vu sur Facebook, on planifie... Il y a une certaine bromance là, qui s'installe entre Distorsion et Ars Moriendi.
c'est un podcast justement True Crime, peut-être un peu plus historique, qui est plus scripté, je dirais, que nous. Exact, Oui, je te laisse poursuivre, Seb. Oui, en fait, c'est ça, vous avez vu sur Facebook, on a une intention de transporter Distorsion en dehors des studios d'enregistrement, de les mettre un peu sur scène et d'avoir un live, un spectacle live. On connaît pas encore le format exact, où est-ce que ça va se dérouler et tout ça. On va vous tenir au courant, au courant de l'été ou au début de l'automne, là, peut-être en même temps que le début de la saison 2. À suivre, mais c'est certain qu'il va y avoir un spectacle live sous peu à Montréal. Prochaine question ici. Je m'intéresse beaucoup aux conspirations et aux faits étranges tels que celui d'Elisa Lam ou encore celui de Max Spears. Et je voulais savoir si vous allez faire plus de podcasts dans cet univers prochainement. Et on nous suggère ici le cas de Phil Schneider et de la Dulce Base, qui seraient des cas très intéressants à traiter, je crois. Merci de cette question. En fait, je pense que oui, ça nous intéresse. En fait, dès qu'il y a des cas. Oui, le monde de la conspiration, c'est intéressant. Ce qu'on se rend compte, c'est le fun de voir que les auditeurs de Distorsion sont un peu segmentés, c'est-à-dire que tu as des fans vraiment plus horreur, creepypasta, des fans de true crime et d'enquête, des fans de disparition par exemple, et des fans de conspiration. On l'a dit, le Max Spears semble avoir été un sujet qui en a passionné plus d'un. Donc nous aussi, je dirais que c'est à vous, hein, si vous avez des sujets comme ça. Je dirais que c'est peut-être le côté où moi et Seb sommes les moins experts, c'est-à-dire qu'on est peut-être moins à l'affût de tout ce qui se trame dans le domaine des conspirations et de ce genre de discours-là, mais ça nous intéresse. Et justement, le cas de Max Spears nous a donné l'occasion de creuser certains autres sujets. Donc, c'est sûr qu'on va y revenir, très certainement. Non, puis ce qu'on aime, en fait, de ces histoires-là, c'est qu'il faut toujours que ça se rattache à un vrai fait. Tu sais, peu importe, même si il y a eu un build-up autour des théories, tu sais, comme Max Spears, il a quand même vomi du liquide noir, là, peu importe ce qu'on pouvait dire sur lui. Donc, même si c'est un conspiration, on pouvait rattacher ça à un fait. Donc, l'histoire de conspiration qu'il y a des vrais cas, c'est vraiment ça qui nous intéresse le plus, là. Exactement. Lorsque c'est trop farfelu, par exemple, c'est peut-être moins intéressant pour nous. On aime toujours qu'il y ait une base un peu solide derrière ça, puis aussi qu'il y ait l'angle numérique, l'angle enquête internet, tout ça qui soit présent. Des fois, certaines histoires vont être peut-être trop anciennes mais oui, on prend bien note de ces suggestions-là. On avait déjà quelques noms, là. On mentionne Phil Schneider, c'était déjà sur notre liste, la Dulce Base aussi, donc c'est des sujets quand même assez intéressants. Autre petite question, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Où est-ce qu'on voit Distorsion dans 5 ans? Et quel projet aimeriez-vous accomplir si votre podcast gagne beaucoup d'attraction et devient super et très écouté? Bonne question. Je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, Seb, le fait de faire un live, moi ça me stimule beaucoup. Le fait de vous rencontrer en personne, de vous réunir dans une salle, de faire une expérience live avec du visuel aussi, avec justement de la vidéo, des choses comme ça pour approfondir un sujet, je pense que ça nous intéresse. Là où on se voit dans 5 ans, c'est dur à dire. On aimerait bien on aimerait bien poursuivre notre croissance. On a eu une super saison 1, donc oui, on veut poursuivre là-dessus, on veut faire grandir notre communauté. J'aimerais faire des collaborations aussi avec d'autres podcasteurs, peut-être faire certains épisodes en anglais, on sait jamais. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on peut faire des déclinaisons aussi. Parfois, on touche un peu à plusieurs sujets. Peut-être qu'à un certain moment, Distorsion va produire d'autres podcasts de d'autres styles. On aimerait toucher au narratif, on aimerait toucher à plein de choses. Donc, toi, Seb, est-ce que t'as des souhaits, là, justement, pour Distorsion dans 5 ans? Un peu comme toi, là, c'est vague et précis à la fois, là. Dans le fond, on fonce là-dedans, on avance, on essaie de construire quelque chose, on espère que ça va peut-être mener à autre chose, parce que les deux, on est des passionnés. Comme on dit, on fait pas ça dans la vie en tant que tel de notre métier, là. C'est pas ce qui paye notre hypothèque, mais on est des passionnés de ça et on aime ça, et qui sait où est-ce que ça peut nous mener, là. Donc voilà, moi je continue à cœur à fond là-dedans. Émile aussi, pour le moment, on n'a même pas
sais, faut quand même, tu sais, oui, faut avoir une certaine vision dans 5 ans, mais il faut quand même y aller un peu, pas au jour le jour, là, mais une marche à la fois. Une marche à la fois, là, c'est ça. Donc, un pas à la fois, mais pour le moment, on keep going, puis on va continuer à faire ça. Puis avec tout votre support, ça nous démontre quand même qu'on est sur la bonne voie, ou dans le sens qu'on a trouvé un bon angle, une bonne ligne éditoriale qui passionne les gens. Donc, déjà là, on va continuer là-dessus. Ad vitam aeternam, là, du moins, le temps qu'on va en avoir envie, là, par rapport à ça, là. Donc, voilà, merci pour ta question. Je pense qu'on a fait le tour des questions du public, Seb. On a reçu beaucoup de suggestions aussi. Rapidement, là, j'en pense quelques-unes en rafale. Il y en a certainement d'entre elles qu'on va creuser pour la saison 2. On a déjà une bonne liste de sujets pour la saison 2, mais merci de continuer à nous en envoyer. On nous a parlé de Sad Satan, par exemple. Sad Satan, qui est un jeu vidéo qui est sorti en 2015 via le Dark Web. Apparemment qu'il y a des choses vraiment étranges là, qui se déroulent lorsqu'on joue à ce jeu vidéo-là. Son origine aussi est très mystérieuse, il y a très peu d'infos, donc ça peut être intéressant. On nous a suggéré aussi Max Headroom. Ça, c'est très intéressant parce que on revient aux années 80. Oui. En fait, en 1987, le 22 novembre, il y a eu un programme télévisuel qui a été piraté live et on a projeté pendant quelques secondes le visage de Max Headroom, là, qui est un peu un personnage qui avait été animé en 3D à l'époque. Là. Okay. Donc, c'est un peu le premier hack, si on veut. C'est un genre de TV hack. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et il y a eu beaucoup de trucs sortis autour de ça. Donc, ça pourrait être intéressant de revisiter ce sujet-là. On s'est fait suggérer aussi le rite satanique qui a lieu au CERN, donc au Centre européen de recherche nucléaire. Par contre, on n'est pas trop convaincu parce que ça semble avoir été démenti, en fait. En août 2016, il y a une vidéo qui fait surface sur le web où il y a des gens habillés là en moine qui auraient fait un sacrifice humain, qui auraient sacrifié une fille dans l'agora du CERN, là, devant une statue de la déesse Shiva. Tout ça a été filmé, donc c'est ça qui est assez troublant. C'est un endroit qui est sous haute surveillance, le CERN. Là. Tu peux pas arriver là et dire je m'en vais filmer un film étudiant. Là. Donc ça a été ce que la position officielle du CERN, c'est un peu tout ça, c'est une mise en scène et les employés concernés ont été sanctionnés. Donc ça s'est un peu terminé là. Je sais pas, s'il y a d'autres infos qui sortent, peut-être que ça peut être intéressant de faire un épisode là-dessus, mais jusqu'à date, j'ai l'impression, je suis pas sûr là, qu'on a assez de jus pour Ouais. On l'a mentionné tout à l'heure, la Dulce Base, ça c'est un gros sujet, c'est une base d'interaction entre extraterrestres et humains qui serait située au Nouveau-Mexique, là, bref, à la frontière Colorado-Nouveau-Mexique. Et il y aurait eu plusieurs visites extraterrestres à cet endroit-là, plusieurs théoriciens de la conspiration en ont parlé dans le passé. Max Pierce en a parlé, Phil Schneider en a parlé. Donc c'est un gros sujet qui pourrait être intéressant à couvrir, effectivement. Stuxnet aussi qui nous a été suggéré, qui est un virus qui date de 2005 puis qui a causé des extrêmes dégâts substantiels au programme nucléaire de l'Iran. Stuxnet serait un programme là, conjoint entre les États-Unis et Israël. Ça pourrait être aussi, encore une fois, c'est un gros cas là, de virus informatique qu'on a eu dans les dernières années. Ah oui, puis c'est une autre preuve des cyberguerres un peu qu'on vous parlait tout à l'heure, là, ce virus-là qui est programmé, développé par 2 pays pour attaquer un autre pays, puis je veux dire, hacker une centrale nucléaire, on s'entend, il peut y avoir beaucoup de dommages, là, donc c'est un cas qui pourrait être vraiment intéressant à couvrir. Et c'est pas mal tout, en fait. Je pense qu'on a fait le tour de nos suggestions. Continuez à nous en envoyer. Ah oui, toujours, même cet été, là. Exactement. Ben oui, on est toujours là. On va poster des mises à jour, là, constamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre, là, au facebook.com/distorsionpodcast. Sur Instagram, maintenant, aussi, à Distorsion Podcast. Donc, allez nous rejoindre là. On est des fans d'Instagram. Donc, on va vraiment animer la page. Et sur Twitter aussi, Distorsion Pod. Sinon, pour toujours sur distorsionpodcast.com. Vous pouvez nous contacter là, en toute anonymité. Vous pouvez nous envoyer des emails via notre onglet Contact. N'hésitez pas. Oui, vous n'avez pas besoin d'utiliser Tor, on ne révélera pas vos informations pour nous contacter. Sincèrement, un gros merci de votre support et de votre appui durant toute la saison.
Moi et Émile, quand on a commencé ça, c'était un peu naïf. On avait juste envie de le faire, puis on le fait au meilleur de notre connaissance. Ça a donné ce que ça a donné, puis on est vraiment content. Moi, je suis très content du résultat et de votre accueil qui est... Tu sais, on n'avait pas... C'est difficile d'avoir des attentes. Je veux dire, oui, on veut être populaire, mais jamais j'avais chiffré... quoi que ce soit par rapport à ça. Bon, tu sais, on se lance, puis on le sait que c'est pas facile. On sait qu'on vit dans un monde fragmenté au niveau des médias. C'est difficile. Tout le monde est en concurrence. On peut pas écouter avec nos oreilles deux choses en même temps. Je veux dire, on peut pas écouter Spotify puis écouter Distorsion, là. Donc, fallait faire notre place dans l'univers, dans cet univers-là du divertissement. Puis je pense qu'on a bien fait ça à notre manière. On est vraiment content. Souvent, notre référence, c'est les vieux épisodes de Dossier Mystère ou ces choses-là. Mais là, c'est fini. Donc, on sait que maintenant, on a plusieurs fans qui sortent de l'ombre et qui découvrent là, cette passion pour ce genre de sujet-là. Et on est heureux là, de participer à l'évangélisation du style et puis à collaborer avec d'autres podcasteurs dans le futur. Là-dessus, Seb, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous ce soir? Si vous êtes accro à Distorsion, n'allez pas consulter, c'est tout à fait normal. On se revoit bientôt.